Bonjour à tous. Donc, vous ne rêvez pas, c'est bien un texte les plus connus de Rimbaud et pourtant le moins étudié, d'où très certainement le très peu de likes ou pouces verts ou nombre de vues sur cette vidéo, mais j'assume, tant pis. J'adore ce texte et j'espère que je vous donnerai des clés pour que vous l'aimiez aussi ou en tous les cas pour que vous ayez une bonne note. C'est un texte riche et dense malgré sa brièveté, illustrant à merveille ce qu'on appelle aujourd'hui le symbolisme. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors le symbolisme, c'est quoi? Non. Donc voilà. Le symbolisme, c'est un mouvement artistique montrant le monde non pas dans sa vision objective et scientifique, mais dans sa vision mystérieuse, cryptique, cachée. Que veut dire symbole? Bonne question, merci d'avoir posé. L'étymologie du mot symbole vient du grec symbalon, qui signifie relier. Et alors? Il s'agirait ainsi de se faire l'écho du monde des mystères, faire le lien entre le réel et l'imaginaire, le visible et l'invisible. Bien compris. Pour cette seule raison, ne cherchez pas à comprendre ce poème ou bien à l'intellectualiser. Moi-même, je ne suis pas bien sûr de le comprendre. Ah! Le plus important, c'est de le sentir et d'avoir tout de suite cette sensation que l'ordre des mots ici n'a pas pour objectif de flatter votre mental, mais de faire vibrer vos émotions. Par la poésie, par ce poème donc, le poète ne vous propose rien de moins que de pénétrer les mystères, voir par-delà les sens et savourer une nouvelle façon de sentir le monde qui nous entoure. Vous pouvez Jean-Pierre? répéter la question? Oui, non. Ne vous inquiétez pas, hein, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, bon d'accord, mais je fais quoi comme introduction avec un texte pareil? Figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Vous connaissez la formule. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction de l'explicationnaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation. À quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu? À quel moment a-t-il été publié? À quel mouvement peut-il éventuellement appartenir? Et enfin un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et une idée commune. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est compris? Oui, alors c'est parti pour une introduction type d'une explicationnaire, en l'occurrence ici le fameux poème Fin de Rimbaud, dont nous verrons les 3 premières strophes seulement, le poème est plus long. Et pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. Alors, on y va. 1, 2, 3, partez. Attirer le gai venin des liserons. C'est en ces termes que le poète impose à ses propres fins de faire venir un supposé venin issu des fleurs, des liserons, pourtant réputés inoffensives. Alors, s'agirait-il dans cette démarche de pervertir une belle image pure, ou bien de ne pas se contenter des clichés faciles que véhiculait la vieille poésie classique et romantique? Imprégné de symbolisme, ce poème, inscrit dans le recueil intitulé Une saison en enfer, publié en 1873, propose effectivement une nouvelle façon de concevoir la poésie. Une poésie où cette dernière ne se verrait plus tant comme un art se contentant d'écrire de jolies choses, mais comme une nouvelle façon de voyager à l'intérieur de soi-même afin de mieux sentir et appréhender le monde qui nous entoure. On pourra dès lors s'interroger sur la nature de ce type de voyage intérieur, auquel nous convie Rimbaud. Pour une meilleure fluidité dans mon explication, je découperai le texte en 3 axes. Dans la première strophe, nous verrons le lyrisme du poème, qui nous invite à une lecture allégorique. Dans la deuxième strophe, nous analyserons un voyage intérieur, tout en synesthésie. Et dans une troisième strophe, enfin, nous tenterons d'avoir accès à ces nourritures psychiques auxquelles essaie d'avoir accès le poète pour vivre ces fameux et beaux voyages intérieurs. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word, accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Alors, enfin, n'exagérons rien, maintenant il vous reste l'explicationnaire à faire. Alors après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Eh bien, n'oublie pas d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, ce que vous voulez, un exemple, une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. Est-ce que c'est compris? Oui? Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explicationnaire en reprenant ce quator gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! Dans la première ligne, l'impression qui semble se dégager du texte est sa musicalité, qui nous invite à réfléchir sur les différents sens des mots-clés. Le lyrisme du texte est effectivement évident. Entre l'expression du pronom personnel je, qu'on voit de différentes reprises, les rimes en R et les allitérations en re, impossible de ne pas voir la musicalité débordante des premiers vers.
Selon moi, cette musicalité sonne particulièrement dans des termes comme goût, avec les allitérations en jet, goût, guerre, mais aussi avec des termes comme des jeunes, où la lettre J se retrouve aussi dans le terme toujours. Le sens des mots goût et des jeunes trouve d'ailleurs, d'après moi, leur réelle signification, non pas dans leur sens littéral, mais bel et bien dans leur sens littéraire, voire allégorique. Le poète parlerait donc bien ici d'une fin particulière. Alors de quel type exactement serait cette fin? Est-ce que ce lyrisme évoqué serait là lui aussi pour nous perdre sous le déluge de mots, ou bien au contraire pour nous aider à lâcher prise? Je n'y comprends rien. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui. Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différentes étapes du quatuor impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors on y retourne. Deuxième axe. 1, 2, 3, partez. Dans cette deuxième strophe, les fins sont ici personnifiées par 3 impératifs. Tourner, PC, attirer. Dans quel but? Eh bien, peut-être pour mieux nous montrer qu'il ne s'agit pas d'une fin ordinaire. Tous sont en tout cas écrits pour désarçonner le lecteur, comme la texte, l'expression, le guévenin. Il s'agirait ici d'un oxymore, mais quel est son but? Nous perdre encore plus, ou bien nous inciter à lâcher le mental? Imagination. L'expression PC le près des sons va en tous les cas dans la même dynamique. Cette synesthésie, procédé littéraire visant à brouiller et mélanger les 5 sens, met tout de suite le lecteur dans un état modifié de conscience. Le terme PC mélange ici le goût et le toucher. L'expression le près des sons, elle mélange la vue et l'ouïe. L'oxymore et la synesthésie, comme chez Baudelaire, permettraient donc au poète de faire sa propre invitation au voyage, un voyage intérieur pour mieux nous aider à dérégler notre machine sensorielle, souvent figée et convenue. C'est profond ça. Et pour ce qui relève du terme le guévenin des liserons, comme chez Baudelaire, encore, Rimbaud inciterait le lecteur à voir attirer du venin dans des fleurs réputées très inoffensives. S'agirait-il, comme nous l'avons sous-entendu en introduction, de pervertir une belle image pure, ou bien de ne pas se contenter des clichés faciles et un peu guimauves que véhiculait, selon Rimbaud, la vieille poésie classique et romantique? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Dans la strophe numéro 3, nous retrouvons la même structure impérative que dans la strophe précédente, avec une longue énumération. On retrouve aussi la confirmation du champ lexical de la nature. Caillou, pierre, galet pour la nature, et manger, le premier mot de la troisième strophe, pour l'impératif. Sauf que cette fois-ci, cette dernière, par le jeu des images, a des allures quasi mythologiques. La Bible, avec le mot déluge, la religion, avec l'Église, les contes, avec le Petit Poucet, et cette histoire de pain semé. On connaît tout le travail de la psychanalyse qui a été fait avec l'inconscient, et cette idée de lâcher prise, comme le pain semé qu'on sème pour justement aller dans la profondeur de cette forêt et voir l'intérieur de notre psyché. Sans doute le poète chercherait-il à sublimer son matériau poétique. Les fins rabaldiennes, loin de ne vouloir contenter que le ventre, se nourriraient d'éléments naturels dans lesquels l'homme a bâti sa pensée, sa spiritualité. Rimbaud se nourrirait alors de nourriture psychique, les seuls pouvant a priori alimenter son cœur et son esprit. Vraiment très très impressionnant. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Alors une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? Une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien encore, cela peut être aussi les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Attendez, pas de panique, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici un tableau de Odile Redon, intitulé Le Cyclope. Si c'est bon pour vous, alors c'est bon pour moi. C'est parti pour une conclusion type telle que pourrait attirer le jour de l'épreuve. C'est parti, go! Pour conclure, nous avons vu que ce poème, par son lyrisme, nous montrait des fins dont l'objectif n'était pas tant de nourrir l'estomac, mais de nourrir l'esprit. Et fort de cette nourriture,
Le poète nous montre à travers le jeu des synesthésies comment le lecteur, grâce à une lecture symbolique, pourrait lui aussi accéder à ce monde aperçu dans la troisième et dernière strophe. Cette façon de concevoir la poésie, pour ma part, n'est pas sans rappeler Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, qui tentait lui aussi de créer un nouvel univers, en exploitant l'alchimie poétique qui lui était chère. On pourrait dès lors faire un lien avec des tableaux issus de la peinture symboliste. Je pense, entre autres, à cette œuvre de l'artiste Odile Redon intitulée Le Cyclope, exposée vers 1914. Un tableau où, comme chez Rimbaud, la nature s'invite avec la mythologie pour exposer une nouvelle façon de voir le monde et les sens qui nous entourent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.